On va passer 45 minutes pour découvrir son regard sur le management dans l'incertitude en s'inspirant des secours en haute montagne. Ce qui est important pour commencer, effectivement, je vais d'abord vous raconter une histoire. Donc, c'est une histoire qui n'est pas simple pour moi à vous partager. Je la partage quand même régulièrement en conférence ou en session de formation. Une année avant de quitter les unités spécialisées, cette école de formation devait recevoir une autorité ministérielle. Moi, j'étais le colonel, le patron de cette école, et j'étais aussi le responsable national. Donc, j'avais vraiment la pleine responsabilité de l'ensemble de cet environnement et de ce métier au sein de la gendarmerie. Et je me retourne vers mes adjoints en leur demandant de préparer l'exercice. Donc, on a décidé de faire un exercice en crevasse. Vous imaginez le lieu, vous avez cette photo, au cœur de la vallée Blanche, dans le massif du Mont Blanc. Mes adjoints se retournent vers le patron du département secours dans cette école. On a un département dédié à l'apprentissage des techniques de secours. Il arrive sur la base hélicoptère et là, il est très heureux de retrouver toute l'équipe. Ils vont embarquer dans l'hélicoptère, les deux instructeurs de l'école que je commande, le pilote et le mécanicien, sans avoir fait de briefing très précis. Ils s'engagent en ne respectant pas une de ces règles qui est le briefing. Ils arrivent sur le lieu et en fait, au moment où l'hélicoptère se pose, donc on est sur une surface toute blanche, enneigée, un sort de l'hélicoptère se retourne vers le mécanicien pour prendre son sac à dos et le pont de neige sur lequel il était, au-dessus de la crevasse, vous voyez la crevasse et le patin de l'hélicoptère, s'effondre, tombe au fond de la crevasse et meurt sur le coup. Donc vous êtes sur un événement, vous êtes une école de formation, vous avez l'expert, le référent, qui est même celui qui forme l'ensemble des équipes au niveau national, qui ne respecte pas ce protocole. Alors on a demandé à un expert de la gestion des risques de venir travailler avec nous sur cet accident dramatique. En fait, on a commencé à regarder si les règles fondamentales n'avaient pas été évidemment transgressées par cet événement. Donc en fait, il y avait une trentaine de décisions. Et quand on a creusé avec ce gestionnaire des risques, on s'est rendu compte que quasiment 10 de ces 30 décisions étaient dans une zone grise. Une zone, en fait, où on ne respecte pas fondamentalement un ensemble de méta-règles, de règles fondamentales, se rendre compte qu'on pouvait aboutir à une potentialité de ce niveau-là de décalage entre le réel par rapport à une situation qui n'était pas très incertaine finalement, parce que là on était sur une mission programmée, ça dit énormément sur ces règles fondamentales. Alors les règles fondamentales qu'on peut peut-être poser autour de ces thèmes-là, pour moi en tout cas, en fait quand on réfléchit un petit peu à ce qui fonde les règles essentielles pour survivre dans un environnement comme celui-ci, durablement, en équipe, donc là on parle de la mission de secours en montagne, et de faire de cette incertitude une forme de normalité, comment on s'installe dans cet environnement sans se mettre trop en risque, même si les risques, on n'arrivera jamais à les réduire à zéro. On se rend compte qu'il y a des règles essentielles et les voilà, briefées et débriefées. Donc ça, c'est vraiment les éléments au plus court autour de la mission. Donc c'est effectivement comment on rentre et on sort de la mission. Il y a toute une thématique autour de la capacité à animer un débat contradictoire. Et qu'est-ce que c'est qu'un débat contradictoire? Ça, je vous invite à y réfléchir. La troisième règle, qu'est-ce que c'est qu'un consensus véritable et comment on fait émerger ce consensus véritable à travers un processus de collégialité? Il faut toujours être dans des mécanismes de décision itératifs quand on est face à l'incertitude et on voit bien avec le Covid que la planification sur le long terme ne fonctionne pas. Donc on doit penser des modèles où on a des boucles avec des modèles mentaux qui permettent de segmenter ces boucles et enfin être capable de tirer les leçons de ces erreurs, tout ce qui relève du retour d'expérience et de la capacité à se développer autour de ce corpus de retour d'expérience qui est pour moi une des clés de progrès des organisations qui n'est pas souvent utilisée dans les entreprises et qui est un vrai champ de progrès. Voilà un petit peu les quelques éléments autour de ce témoignage. Donc c'est un témoignage qui est à la fois douloureux, mais si on le creuse, ces enseignements sont absolument fondamentaux de mon point de vue pour faire en sorte que cette incertitude devienne une forme de normalité. Je trouve aussi qu'il y a plusieurs personnes qui évoquent dans le contenu la nécessité de la sécurité psychologique pour être en capacité de vraiment avoir ce débat contradictoire. Si on est en mode survie, on est très mauvais. Globalement, tous les profils de communication, toutes nos identités fondamentales, quand on est en mode survie, on prend des très mauvaises décisions pour des raisons de biais cognitifs, de capacité à trier l'information, etc. En mode croissance, quand on est effectivement en sécurité psychologique, bien sûr qu'on a une meilleure perception, une meilleure finesse dans l'analyse de la situation. On laisse aussi émerger l'intuition, parce que là aussi, on n'a pas beaucoup parlé. L'intuition en montagne, c'est un élément qui va nous donner la sensation de danger, une capacité à capter des choses qui sont assez immatérielles. Pour répondre à cette question sur la sécurité psychologique, mieux on rentre en incertitude avec un confort psychologique individuel, mieux on va être agile dans la prise de décision et dans la clarté. L'accident dont je vous ai parlé, on est aussi dans la surconfiance de l'expert, qui est aussi une des causes de cet accident. Quand on est tout le temps là-haut, on éteint les vigilances. Donc c'est un réglage fin. Il ne faut pas que de la sécurité psychologique parce que sinon on perd de la vigilance. Si on est trop confiant, voilà, donc c'est un juste dosage, mais c'est pas une finalité d'être en sécurité psychologique. La notion de consensus véritable, elle n'était pas forcément claire pour tout le monde. C'est une règle d'engagement. L'idée de ce consensus véritable, c'est que tant qu'on n'a pas 100% de l'équipe qui dit oui
à la mission et à la manière d'aborder la mission, on ne part pas. C'est une espèce de règle d'or. On n'est pas sur une problématique de majorité. On n'accepte pas de partir à 51% des voix. Plus la mission est délicate, plus on va tendre vers ce 100% de consensus véritable. Alors, comment ça fonctionne de manière extrêmement pratique? Il y a un ordre de parole qui est donné dans ce briefing initial. On part toujours dans un certain ordre de priorité. On va toujours donner la parole. Je parle pour le secours en montagne, bien sûr, c'est un cas particulier, mais ça peut aussi vous inspirer dans la manière de faire émerger dans un comité de direction ou dans une équipe managériale ce consensus véritable. On part toujours de quelque chose qui est essentiel et qui est pour le coup la parole du médecin. Le médecin ne vient pas en clôture, il vient toujours pour dire s'il y a un pronostic vital qui est engagé pour la victime. Si la victime a son pronostic vital qui est engagé, forcément, ça fixe des règles du jeu qui sont extrêmement différentes. Le deuxième point, c'est que chaque membre de l'équipe doit donner son analyse de risque et s'engager individuellement sur l'option qui est prise. Et chacun doit donner un scénario qui est possible. Moi, je le vois comme ça et je prends cet engagement-là. Quand on a fini ce tour de parole, en général, chacun ayant mesuré avec pertinence la valeur des choses par rapport au risque et par rapport à l'efficacité de la mission, on arrive crescendo à aller vers un consensus et on est sur cet aménagement du scénario et on finit par cette validation et ce fameux consensus véritable. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le parallèle avec l'entreprise, il n'est pas forcément si simple que ça. Pour moi, c'est une règle absolue. Quand on s'engage dans un environnement à risque, on ne part pas avec 51% des troupes qui valident. On n'acceptera jamais un engagement par consentement dans une mission de secours en montagne. Alors, c'est plus compliqué dans l'entreprise, j'en ai parfaitement conscience, mais ayez en tête que plus on rentre dans un territoire de l'incertitude, plus il faudra tendre vers ce 100% de consensus véritable autour, en tout cas, des managers, des porteurs de projets. Et si vous faites le parallèle avec le Covid, si on prend une mesure de restriction, de confinement, avec toujours une approche démocratique à 51% des voix, en fait, on est sûr que ça ne va pas pouvoir fonctionner. Plus on rentre dans un territoire de la crise, plus il faudra essayer de faire augmenter cette adhésion au scénario qui sera retenu. Peut-être est-ce uniquement applicable lorsqu'un pronostic vital est engagé? Ouais. Il y a des remarques sur le fait que ça puisse être que réservé à des situations ultimes où la vie de l'homme est en jeu et que ça ne soit pas applicable à l'entreprise. Alors ça, je m'inscris totalement en faux par rapport à ça. Il ne faudrait pas dire que l'esprit de collaboration d'équipe ne relèverait que de l'ultime des missions les plus délicates et que finalement au quotidien ça ne fonctionne pas. On regarde souvent les secouristes en montagne, les pilotes qui sont à la patrouille de France comme des super-héros sur des modèles managériaux idéalisés, mais ils ont juste en eux-mêmes l'obligation, parce que le risque est très fort, parce qu'effectivement la sanction c'est la mort, donc forcément on est un peu plus attentif et vigilant, et les processus qui ont été mis en place dans ces unités sont extrêmement intéressants de mon point de vue, y compris pour les entreprises qui ne sont pas gérées du risque vital.